René Guénon, Psychologie, chapitre 11, des perceptions acquises. Parmi les perceptions acquises, le groupe le plus important est formé par ce qu'on appelle les localisations. Ne pas confondre avec les localisations cérébrales que cherchent les physiologistes. L'enfant qui naît a seulement des sensations pour commencer. Il faut que ses facultés intellectuelles aient acquis un certain degré de développement pour qu'il puisse arriver à faire la distinction de son corps propre d'avec les autres corps et, à plus forte raison, celle de ses divers organes les uns d'avec les autres. La localisation, quelles que soient les choses qu'on localise, est extériorisation, objectivation, mais avec un certain degré de précision qui n'a pas par elle-même la perception immédiate. Cette localisation consiste dans la perception d'un espace extérieur à nous, de corps situés dans cet espace juxtaposés les uns aux autres et formés de parties également juxtaposées les unes aux autres. Elle consiste aussi dans l'idée que notre corps occupe une place à part parmi les autres corps. Et enfin dans ce qu'on pourrait appeler la connaissance topographique de notre corps. Ce qu'on localise ainsi, ce sont en premier lieu les choses considérées comme cause de nos sensations et en second lieu les organes considérés comme condition de l'action des choses sur nous. Choses et organes se présentent à nous comme des ensembles de sensations. Le premier stade de la localisation est une extériorisation fort vague encore, car les choses se présentent d'abord à nous sous la forme de groupes flottants au sein de notre propre conscience. Dans la mesure où de ces groupes nous distinguons la conscience elle-même, nous ne distinguons pas encore de non-moi, mais un moi et du mien. Ce sont ces groupes qui forment le contenu de la conscience. D'ailleurs, l'idée du mien contient en germe celle du non-moi, car c'est l'idée de quelque chose qui, tout en étant en nous, n'est cependant pas nous-mêmes. Les changements qui s'opèrent dans le contenu de la conscience doivent provoquer assez vite cette distinction, car ce qui change doit évidemment paraître moins essentiel à notre être propre que ce qui demeure permanent. Ensuite, l'idée de la causalité qui s'éveille vite dans l'esprit vient renforcer l'idée d'un non-moi réel, aussi bien que celle d'un moi réel. En effet, les qualités sensibles nous apparaissent comme exerçant les unes sur les autres et comme exerçant toutes sur nous des actions que nous n'avons pas voulues, dont nous ne sentons pas la cause en nous-mêmes. De là à imaginer, si on ne l'a pas déjà fait, une réalité extérieure à nous, pour expliquer ces faits, il n'y a qu'un pas. Le fait aussi que des sensations qui ont disparu reparaissent sans suite doit nous donner l'idée de choses qui durent, alors même que nous ne les sentons pas, c'est-à-dire de choses dont l'existence est indépendante de nos sensations. C'est ainsi que, peu à peu, l'idée du mien devient celle du non-moi. Mais cette transformation ne peut pas être nette sans la perception de l'étendue à 3 dimensions. C'est seulement quand nous avons la perception acquise de la profondeur ou de la distance que nous objectivons avec précision et d'une manière définitive. On pourra donc désigner sous le nom de second stade de la localisation la période où les corps étrangers sont perçus comme des objets à 3 dimensions, existant en dehors de nous dans des lieux distincts, formés de parties juxtaposées et extérieures les unes par rapport aux autres. L'idée d'une 3e dimension de l'étendue permet de s'expliquer avec assez de clarté un grand nombre de particularités de l'expérience sensible. L'étendue à 2 dimensions est sentie à la fois par la vue et par le toucher, et même l'étendue qui est sentie par chacun de ces 2 sens est considérée comme identique à celle qui est sentie par l'autre en raison de la connexion constante ou à peu près constante que présentent ces 2 étendues. Par suite, en percevant l'une de ces 2 étendues, on croira percevoir l'autre, ce qui est encore une sensation acquise. Il faut même ajouter que l'étendue à 2 dimensions, telle que nous l'apercevons d'abord, n'est point déterminée comme un plan rectiligne, car l'idée même du plan rectiligne suppose l'idée d'une 3e dimension, celle de la direction perpendiculaire à ce plan. Il ne faut donc pas dire que, pour commencer, on voit tous les corps à la même distance. En réalité, on ne les voit à aucune distance. Il nous faut maintenant chercher comment
peut se produire l'idée d'une troisième dimension. Quand par exemple une sensation visuelle qui paraît d'abord située à droite d'une autre disparaît ensuite, puis reparaît à sa gauche, nous sommes amenés naturellement à penser qu'elle n'a pas été supprimée dans l'intervalle, donc à supposer qu'il est possible qu'elle passe derrière la première. C'est la supposition de plans différents parallèles entre eux. L'idée de la troisième dimension, c'est l'idée de la direction perpendiculaire. De plus, après avoir remarqué la connexion de l'étendue vue et de l'étendue touchée, puis expérimenté la nécessité d'avoir éprouvé certaines sensations pour passer de la vue seule d'un objet à la vue et au toucher réunis de ce même objet, étant donné d'autre part que nous avons déjà aperçu des mouvements dans le plan, nous avons tout ce qu'il faut pour constituer la notion de la distance ou de la profondeur. Jusqu'ici, les raisons de distinguer notre corps propre des autres corps ne sont pas encore dégagées. C'est au troisième stade de la localisation que le corps propre est distingué des corps étrangers, et c'est au moyen du toucher explorateur surtout que cette distinction se fait. Lorsque nous touchons une de nos mains avec l'autre, nous avons une double sensation, ce qui nous avertit de l'existence d'un lien spécial entre le corps que nous touchons et cette conscience qui éprouve à la fois les deux sensations. De même que nous localisons nos sensations elles-mêmes dans les objets que nous regardons comme leur cause extérieure, de même, nous localisons les sensations que nous éprouvons dans les parties de notre corps, où l'expérience nous révèle que sont les conditions de l'action des choses sur nous. Si nous localisons assez mal les sensations internes, c'est que ni le toucher explorateur, ni la vue, qui est l'aide le plus précieux du toucher, ne peuvent nous servir dans ce cas. Par suite des accumulations d'expériences, nous arrivons à juger très vite, c'est-à-dire en somme à percevoir des distances de toutes sortes. Et ce ne sont pas là nos seules perceptions acquises, car il y a perceptions acquises partout où il y a des associations devenues habituelles entre une sensation quelconque et d'autres sensations. Une seule sensation faisant partie de ce groupe de sensations, qui est pour nous un corps, peut nous donner l'illusion d'avoir en même temps les autres sensations de ce même groupe. Ainsi, nous disons que nous entendons rouler une voiture que nous ne voyons pas, alors que nous ne faisons qu'entendre un certain bruit, et que le reste est affaire de souvenir et de jugement. D'autre part, nous rapportons les phénomènes d'odeur, de saveur et même de son à des sensations du toucher et de la vue, que nous considérons comme plus essentielles que les autres, parce qu'elles nous semblent avoir un caractère de fixité que les autres n'ont pas. En somme, nous pouvons dire d'une façon générale que la perception acquise, c'est la perception immédiate plus des associations d'idées et d'images.